Bon, alors, en ce qui concerne les Kurdes, au Moyen-Orient aujourd'hui, ils représentent en Irak une force. En Irak, ils ont une autonomie extrême, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer d'autonomie plus large que celle dont ils disposent. Ils sont 5 ou 6 millions, avec comme capitale Erbil, et ils ont été l'année dernière très menacés par l'intrusion soudaine et inattendue du Daesh. Ils ont été en fait sauvés par l'intervention américaine. Il était très près que la chute d'Erbil soit une possibilité. Et depuis, grâce à des armes fournies par l'Europe, l'Allemagne, la France notamment, les forces spéciales françaises qui entraînent leurs troupes, ils se sont largement repris, réorganisés, et ils tiennent aujourd'hui un front d'1 millier de kilomètres. Les Kurdes, comme tout le monde sait, enfin j'imagine, sont partagés entre la Syrie, l'Iran, la Turquie et l'Irak. Il n'est pas question d'une unité quelconque au sens étatique du terme, mais enfin il y a un nationalisme kurde qui est partout effectif. Ils font partie de ce qu'on appelle les nationalismes émergents du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui représenter face à Daesh? Je dirais qu'ils ont des limites. Leur limite, c'est que ce sont des Kurdes et non pas des Arabes, c'est-à-dire qu'il est exclu qu'ils puissent dépasser le périmètre qu'ils contrôlent aujourd'hui en Irak. Le reste du pays est soit arabe sunnite, aujourd'hui contrôlé par l'État islamique, et par Bagdad, qui représente 60% de chiites. Donc les Kurdes sont en quelque sorte un rempart, mais ils ne représentent pas une force offensive capable de remettre en cause le statu quo créé par le Daesh depuis l'année dernière. Ajoutons à cela qu'il y a les Kurdes de Syrie qui, depuis 2 ans environ, se sont auto-organisés comme un proto-État, avec parlement, avec des représentations de minorités, des chrétiens, chamars, arabes, etc., et qui se présentent aujourd'hui comme la force la mieux organisée du point de vue militaire de l'ensemble kurde. Kobané a été à cet égard emblématique. Ils ont démontré qu'avec des armes relativement, je dirais, modestes, ils ont réussi à tenir face au Daesh, malgré l'attitude de la Turquie, qui ne rêve que de le voir leur défaite consommée, et qui ont d'ailleurs largement collaboré avec le Daesh et n'ont rien caché de leurs préférences. Eh bien, ces Kurdes de Syrie, qui sont une force bien entraînée, galvanisée, séculière, ont tout récemment renversé la vapeur, enfin, disons le rapport des forces, au nord de la région, c'est-à-dire à Tel Abyad, à Ain Issa. C'est là qu'il faudrait d'ailleurs une carte pour illustrer ceci. Et ces Kurdes donc ont mis en échec les forces du Daesh. Ils menacent Raqqa, bien sûr ils ont été épaulés par l'aviation américaine, c'est quelque chose de non négligeable. Et d'une façon générale, le rôle de cette aviation depuis 1 an est un fait qui a compté dans l'absence de liberté d'action du Daesh. Donc les Kurdes jouent un rôle indiscutablement important aujourd'hui. En ce qui concerne la Turquie, eh bien, il se trouve que M. Erdogan, qui devait, selon lui, être réélu haut la main, n'a obtenu que 40%, ce qui est excellent, mais tout à fait insuffisant pour ce qu'il escomptait faire, c'est-à-dire devenir le maître absolu du pays, le nouveau Soliman le Magnifique. Eh bien, il est obligé aujourd'hui de composer. On va voir ce qu'il va faire.
Les Kurdes, en tout cas, ont réussi à dépasser la barre des 10%. Ils ont eu 13%, ce qui signifie qu'ils ont pratiquement 80 députés au sein du Parlement, ce qui est beaucoup. Alors M. Erdogan, face à 20% de Kurdes, parce qu'il y a 20% de Kurdes tout de même dans la population en Turquie, il va falloir qu'il choisisse une option. Ou bien il fait l'alliance avec l'extrême droite, bon, une position possible, ou bien il fait une alliance avec les kémalistes, ou alors, et je pense que c'est possible, il va dire, bon, on va refaire un référendum en espérant que de 40, il peut peut-être dépasser la barre des 50 en disant à quel point il est indispensable à sa nation. En ce qui concerne l'Iran, les Kurdes d'Iran ont été vaincus, leurs dirigeants ont été assassinés par le régime, et aujourd'hui, le rôle de l'Iran essentiellement, comme on a pu le constater, est de lutter pied à pied dans un certain nombre de pays pour conforter les chiites, au Liban avec le Hezbollah, en Syrie bien sûr avec son soutien qui s'ajoute au soutien de la Russie du régime de Bachar al-Assad, à Bagdad où ils épaulent le régime tout en l'aimant pas trop fort de façon à y avoir de l'influence, et enfin au Yémen avec la montée pour l'instant remarquable sur le plan militaire des Houthis qui sont une secte je dirais un peu hétérodoxe du chiisme, qu'on appelle le zaïdisme, mais enfin qui sont des chiites. Non, forcément non. C'est l'évidence que les Kurdes ne peuvent pas se battre en zone arabe. Ils ont été combattus par le régime de Saddam Hussein, comme par tous les régimes précédents en Irak depuis 1920, depuis la création du pays, par les Arabes, à l'exception d'un bref moment sous le dirigeant qui s'appelait Qassem, qui entre 1958 et 1961 avait déclaré « bon, l'Irak est le pays de deux peuples, les Arabes et les Kurdes ». Tout ceci n'est plus le cas. Il y a une opposition très nette. Grosso modo, en Irak, les Kurdes ont été en lutte pendant, on peut dire, 60 ans sur 70. En ce qui concerne la Turquie, les Kurdes ont été niés, c'est-à-dire que c'était des Turcs montagnards. Entre 1924 et 1991, il n'y avait officiellement pas de Kurdes en Turquie. C'est en 1991 qu'on a pour la première fois entendu, dans la bouche du dirigeant turc Turgut Özal, qui avait 12 millions, c'est lui qui a cité le chiffre, 12 millions de Kurdes en Turquie. S'ils étaient 12 en 91, ils doivent aujourd'hui voisiner 18 minimum. Autrement, en Syrie, la politique du clan Assad, le père, c'était isoler les Kurdes de la frontière de façon à ne pas faire une continuité territoriale entre les Kurdes de Turquie et ceux de Syrie. Donc il en a déporté un certain nombre. Il a également arabisé une partie de la frontière, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Kurdes de Syrie disposent d'une zone autour de Kamishli, là aussi une carte serait fort utile, une zone autour de Kobané et une zone plus près de la mer à Afrin. Donc ils sont tronçonnés. Là encore, aujourd'hui, malgré le fait que les Kurdes de Syrie s'illustrent, qui sont les meilleurs combattants contre le Daesh, demain, il va de soi que le poids des islamistes syriens, et je ne parle plus du Daesh, là, je parle des islamistes syriens, de Jabhat al-Nusra, de tous les autres mouvements qui sont très importants, il y en a une demi-douzaine de mouvements islamistes, ils sont tous syriens. Le Daesh, sa caractéristique, c'est que son noyau est irakien, et les combattants qui sont venus de l'extérieur et qui sont extrêmement nombreux sont des étrangers. Il s'agit de Maghrébins, il s'agit de Saoudiens, il s'agit de Tchétchènes, il s'agit de Libyens. Un certain nombre d'entre eux ne parlent absolument pas l'arabe syro-palestinien, qui est l'arabe que l'on parle
en Syrie et en Irak, comment est-ce qu'ils mobilisent, qui est leur porte-parole, qu'est-ce qu'ils bredouillent exactement. Enfin, tout ceci fait que l'avenir du Daesh, il est en Irak, et aujourd'hui, il ne contrôle en Syrie qu'une petite partie de la Syrie orientale, désertique, peuplée de peut-être 1 million d'habitants, avec essentiellement comme épicentre la ville de Raqqa et Deir ez-Zor. Là aussi, une carte très fort utile. Alors, on peut dire que demain, le sort des Kurdes de Syrie est extrêmement menacé entre l'objectif de M. Erdogan, qui sera présent dans les années à venir, et les islamistes syriens arabes. Leur sort va être très difficile. Je veux dire, ils vont être véritablement pris en étau, et la zone qu'ils contrôlent est une zone de plaine très difficilement défendable. Il va de soi que le djihadisme ne va pas remettre en cause le statu quo mondial, pour la bonne raison que le statu quo mondial, il a été remis en cause avec la montée des émergents, ou des réémergents pour être plus précis, dont le principal est la Chine. La Chine, en 2010, officiellement, passe en seconde position mondiale. C'est le produit du travail, quelque chose que dans le monde arabe, on a pratiqué fort peu. Dans le Golfe, on vit de ce que rapportent les hydrocarbures, et ailleurs, avec les dictatures qui se trouvent un peu partout, bon, on a peu de résultats économiques. L'Égypte, qui est le seul État qui compte, se trouve dans une situation extrêmement difficile. La Jordanie n'existe quasiment pas, sauf qu'elle est soutenue par les Américains et que les Israéliens tiennent à son existence. La Syrie n'existe plus en tant qu'État, l'Irak n'existe pas en tant qu'État. Que dire du Maghreb? Bon, l'Algérie est en crise, qu'on le veuille ou non. La Tunisie vient de perdre son tourisme, et demain, il est fort probable que les velléités démocratiques vont se fatiguer devant les difficultés économiques. Donc le djihadisme est un perturbateur qui longtemps va être une menace sur le plan idéologique. Et ceci, évidemment, nous concerne, nous, en Europe, et nous particulièrement français, dans la mesure où nous avons une importante minorité musulmane chez nous, au sein de laquelle une minorité, j'ai bien dit une minorité, est sensible, mobilisable ou mobilisée par le discours djihadiste, particulièrement depuis le Daesh, qui donnait l'impression l'année dernière que, ma foi, la victoire est au bout du fusil. Et on a en même temps des salafistes chez nous qui travaillent dans le cadre de la démocratie libérale, où nous sommes parfois excessivement libéraux et, ma foi, comme si nous étions coupables de quelque chose. Nous laissons faire trop la propagande qui est faite par ces salafistes pour grignoter à l'intérieur de la communauté musulmane, disons, tous ceux qui s'opposent directement ou indirectement aux valeurs de la République et à la France.